Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences, présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Yann Beldam et Éric Pereira dire, in situ. Repousser les frontières de l'enquête de terrain, 2020. François Potvin, l'intervention dans les pratiques physiques, sportives et artistiques, responsabilité et stratégie des acteurs, 2019. Gérard Fath, le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, l'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean Monchat chez Lacan, 2018. Bernard Andrieux, Philippe Pomard, Florent Destruo et Emmanuel Vigarios, Visage hybride. Vers une anthropologie de la prothèse, 2018. Odile Girardingantier, d'autres limites à la prison. Comment l'art-thérapie peut aider à supporter le monde carcéral, 2018. Préface. Véronique Barthélémy a consacré une partie significative de ses recherches au métier de conseiller principal d'éducation. C'est un métier qu'elle connaît bien pour avoir très souvent travaillé sur, mais aussi avec ces acteurs qui sont au cœur de la vie scolaire. Elle traite dans cet ouvrage de la richesse et de la complexité de leur mission dont elle montre les évolutions récentes, celles qui sont impulsées par le haut par des textes officiels mais aussi celles que chaque professionnel souhaite voir advenir et que d'une certaine manière les réalités du terrain commandent. Prenant appui sur une large littérature scientifique, mais également sur ses propres recherches, elle met en lumière l'importance que revêt pour eux le fait de s'inscrire dans des dynamiques de collaboration avec les membres de la communauté éducative, notamment avec les enseignants. Elle montre également les difficultés que les CPE rencontrent pour susciter ces dynamiques, pour être également reconnus comme des acteurs importants dès lors qu'il s'agit de traiter des questions et des problèmes relevant de la pédagogie. Véronique Barthélémy souligne le fait que la mise en œuvre de pratiques collaboratives revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de construire une école inclusive que de nombreux textes officiels appellent de leurs vœux. C'est précisément à l'occasion de dispositifs mis en œuvre au service de cette école inclusive que les enjeux d'une collaboration étroite entre les CPE et les autres membres de la communauté éducative apparaissent le plus distinctement. Pourtant, ces dispositifs ne donnent pas toujours naissance à des pratiques collaboratives à la hauteur des espérances des uns et des autres. C'est une des raisons pour lesquelles, en tant qu'intervenante dans la formation de ces professionnels, elle se risque à faire quelques recommandations quant à cette formation, qui permettrait de mieux préparer les CPE à cette dimension relationnelle de leur activité qu'elle juge fondamentale. Guy Lapostole. Professeur des universités. Introduction. Cet ouvrage rend en partie compte de notre itinéraire de recherche réalisé lors de l'écriture de notre habilitation à diriger des recherches, Barthélémy, 2017. En effet, notre objectif ici est de nous intéresser plus particulièrement aux pratiques collaboratives des CPE dans une école inclusive. Ce choix s'explique par différentes raisons. Tout d'abord, ce sujet prend sa source dans la dynamique d'évolution de nos travaux et nos implications dans des projets de recherche. Ceci se concrétise par le passage de recherches portant sur les relations entre acteurs, CPE, chefs d'établissement, professeurs et élèves, au sein de la vie scolaire à des recherches portant sur les pratiques de collaboration des acteurs d'un établissement scolaire,
chef d'établissement, CPE, professeur, lors du suivi des élèves en difficulté, à risque de décrochage ou décrocheurs et élèves en situation de handicap au sein de la vie scolaire. Autrement dit, si le point de départ de nos recherches a été la compréhension de la vie scolaire par l'évaluation du rôle du CPE, considéré comme un personnage dispositif, Barthélemy, 1996-1999, notre objet a évolué, suite à l'extension de ses missions dans les domaines éducatifs et pédagogiques, pour se centrer sur les stratégies et les logiques d'action de ce dernier. En effet, au départ considéré comme un individu au sein de la vie scolaire à qui l'on assigne des fonctions officielles identiques pour tous, le CPE est ensuite étudié comme l'acteur responsable de cet espace-temps, sous la responsabilité du chef d'établissement. Il prend ainsi une part importante dans la construction d'une vie scolaire de qualité, notamment pour faire face aux problématiques éducatives et créer une dynamique, et plus particulièrement dans le maillage possible des actions des acteurs de la communauté éducative. En d'autres termes, il est bel et bien un acteur qui existe au sein de l'établissement scolaire avec les particularités de son métier. Mais le CPE, en entrant en pédagogie, voit son action déborder sur l'action des enseignants. De ce fait, il ne peut plus agir seul au sein de la vie scolaire. Il situe ses actions dans une dynamique de co-construction au sein d'un collectif de travail, Favreau 2016. Ensuite, nous pouvons observer que dès la circulaire de 1982, il est demandé au CPE de collaborer avec le personnel enseignant. Ceci sera renforcé dans le décret numéro 89A730 du 11 octobre 1989 puisqu'ils intègrent les équipes pédagogiques. Ils sont associés au personnel enseignant pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation. Depuis 2013, il est inscrit dans le référentiel de compétences des personnels de l'enseignement et de l'éducation que ces derniers doivent coopérer avec les professeurs pour élaborer des situations d'apprentissage en vue de développer et d'évaluer les compétences visées, socle commun de connaissances, de compétences et de culture, référentiel professionnel, etc. Ceci n'est pas sans conséquence sur les missions des CPE puisqu'ils sont amenés à assurer le suivi des élèves, à les accompagner dans la construction de leur parcours sur les plans pédagogiques et éducatifs, et à créer des conditions de travail favorisant la réussite de l'ensemble des élèves. De ce fait, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Loi de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. Il s'agit de créer une école pour tous, soucieuse de la réussite de tout élève indépendamment de sa particularité, de sa déficience ou de ses difficultés d'apprentissage. Loi de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, Ministère de l'Éducation nationale 2013. Pour finir, la notion de collaboration devient d'une dimension importante à prendre en considération, en tant que pratique fortement impulsée dans les textes prescriptifs et étudiée dans les travaux scientifiques, Gardou 2006, Marcel et al. 2007. En se référant ainsi aux travaux relatifs au School Effectiveness Research et School Improvement Research, Duprier, 2011, montre que la coopération des enseignants est devenue une variable importante, tout comme le rôle du chef d'établissement. De plus, le travail collectif est non seulement de plus en plus perçu comme un mécanisme indispensable pour améliorer la pratique pédagogique, mais aussi il fait partie des mesures privilégiées pour réformer l'organisation scolaire et les pratiques, Dupuis 2016. Il peut permettre de faire face aux problèmes rencontrés au sein de la vie scolaire d'une part, et de proposer des solutions adaptées et complémentaires d'autre part. Or, cette collaboration n'est pas naturelle. Elle peut se traduire par un simple échange d'informations, par une cohabitation nécessaire ou par une collégialité contrainte. Cet ouvrage sera composé de 5 chapitres. Le premier chapitre présentera les enjeux et les fondements de l'école inclusive. Dans le deuxième chapitre, nous décrirons la vie scolaire comme cadre de travail du CPE. Puis nous poursuivrons, dans le troisième chapitre, par la mise en perspective des pratiques du CPE repensées dans une école inclusive. Le quatrième chapitre est consacré à l'apport des travaux en sociologie, quant à la mobilisation et à l'implication des acteurs dans les établissements scolaires. Nous terminerons, dans le cinquième et dernier chapitre,
par quelques exemples de recherches illustrant les pratiques du CPE dans une école inclusive. Chapitre 1 – L'école inclusive, enjeux et fondements. Introduction. La question de l'éducation inclusive relève de la déclaration de Salamanque proclamant en 1992 que l'éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité d'acquérir et de conserver un niveau de connaissance acceptable. Chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins apprentissages qui lui sont propres. Les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande diversité de caractéristiques et de besoins. Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins. Ceci suppose que les États sont amenés à donner le rang de priorité le plus élevé dans leur politique et leur budget à l'amélioration de leur système éducatif afin qu'ils puissent accueillir tous les enfants, indépendamment des différences ou difficultés individuelles. Ceci se traduit, en France, par la promulgation de 2 lois, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 2005, d'une part et la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, 2013, d'autre part. Par conséquent, le service public d'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, MEN 2013, et accueille sur les bancs des établissements scolaires des publics aux profils variés et hétérogènes, autrement dit, des élèves jugés à risque d'échec scolaire, des élèves culturellement distants de la culture scolaire, dyslexie, élèves à haut potentiel, des élèves allophones, nouvellement arrivés ou vivant dans des familles itinérantes et de voyageurs ainsi que des élèves venant de milieux sociaux défavorisés. Par ailleurs, l'ensemble des professionnels de l'école aura pour mission de prendre en compte cette diversité et de traiter les différentes situations de scolarisation en s'investissant dans des dispositifs mis en œuvre. Dans ce chapitre, après avoir donné quelques précisions concernant l'inclusion, nous verrons en quoi l'établissement scolaire peut être considéré comme un acteur de celle-ci. Nous finirons par la description des principales conséquences de l'école inclusive pour les acteurs d'une part, et pour les élèves d'autre part. L'inclusion, quelques précisions sur ce thème. 1. Les fondements de l'inclusion. Selon Huchet, 2011, le premier principe de l'inclusion est de poser que la différence n'est pas une affaire de spécialistes et que sa gestion fait partie de la professionnalité ordinaire de l'enseignant. Le second principe est d'éviter que la structure produise par enfermement de l'exclusion interne. Ainsi, selon Chauvière 2012, l'inclusion engage un principe d'accueil des différences en milieu scolaire ordinaire. Cette inclusion prend ainsi appui sur différents fondements, des fondements politiques, pédagogiques et scientifiques, Prudhomme et al. 2016. 1.1 Les fondements politiques. Selon Gosso et al. 2011, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, adoptée en 1975, fait de l'intégration en milieu ordinaire, chaque fois que cela est possible, une obligation nationale. La loi d'orientation de 1989 met en avant le fait que le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. Par ailleurs, la notion d'enfant en difficulté ponctuelle et passagère voit le jour, ceci entraînant une nouvelle conception de l'apprentissage prenant appui sur une approche constructiviste. De ce fait, l'environnement dans lequel l'enfant évolue a son importance et une influence particulière. Selon Tremblay, 2012, partant du principe que les enfants dits handicapés sont davantage semblables aux autres enfants qu'ils n'en sont différents, et que l'inclusion peut enrichir l'éducation de tous les élèves, il s'agit de contester l'enseignement spécialisé ségrégatif puisque constituant une discrimination envers les élèves. De ce fait, différentes lois se mettent en place partout dans le monde, ainsi que différentes conventions et déclarations internationales en faveur du soutien de l'intégration puis de l'inclusion. Par exemple, la Convention relative aux droits de l'enfant ONU 1989 et la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous UNESCO 1990 reconnaissent le droit d'accès à l'éducation. Puis la Déclaration de Salamanque sur les principes, les politiques et les pratiques en matière d'éducation et de besoins éducatifs spéciaux UNESCO 1994
stipule que les enfants ayant des besoins spécifiques doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires. Par la suite, l'UNESCO 2005 présente 3 principes directeurs pour l'inclusion, à savoir l'accès à une école gratuite et obligatoire, l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination, et enfin le droit à une éducation, à des contenus et à des processus de qualité. Ainsi, les enfants handicapés ne doivent pas être exclus sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire, gratuit et obligatoire UNESCO 2006. Depuis, la loi de refondation de 2013 précise que le service public veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. 1.2 Les fondements pédagogiques. Si le handicap est tout d'abord considéré comme une construction sociale, il est repensé suite aux réflexions menées dans le cadre de l'inclusion. En effet, si dans un premier temps le handicap a été considéré comme une discrimination sociale limitant les possibilités de la personne, cette notion évolue en considérant le handicap comme le fruit d'un manque d'adaptation de la société. D'ailleurs, depuis la loi de 2005, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Dans le cadre scolaire, Tremblay, 2012, stipule que l'établissement scolaire doit s'adapter à la diversité de son public et les pratiques enseignantes sont à modifier pour favoriser et permettre cette inclusion. Cela suppose de mettre en place des adaptations quand c'est nécessaire d'une part, et de développer la différenciation pédagogique et des outils tant dans la classe que hors classe d'autre part. L'école devient alors un lieu de scolarisation de tous les enfants et adolescents. 1.3 Les fondements scientifiques. Les recherches empiriques ont montré le peu d'effet des dispositifs spécifiques ou des classes spéciales sur les performances des élèves. Tremblay 2012. En revanche, ce dernier, prenant appui sur 3 méta-analyses portant sur le rendement scolaire et l'intégration sociale des élèves intégrés par rapport aux élèves en enseignement spécialisé, indique que les élèves intégrés en classe ordinaire ont un meilleur rendement scolaire et sont socialement plus intégrés que ceux en enseignement spécialisé. Certes, dans son ouvrage, Tremblay rappelle que ces travaux ont été critiqués car présentant une trop grande variété des dispositifs étudiés et une trop grande hétérogénéité de la population. Toutefois, d'autres recherches, tenant compte de ces critiques, montrent que l'inclusion est plus efficace globalement que la classe spécialisée en ce qui concerne l'apprentissage scolaire de la langue d'enseignement et des mathématiques. Par ailleurs, Cauchemar Ouest et Téman, 2000, cités par Tremblay 2010, dans leur synthèse des recherches, font ressortir que les élèves à besoins spécifiques profitent de l'inclusion. En effet, selon eux, elle facilite un comportement social plus approprié en raison d'attentes plus élevées en classe, elle favorise des niveaux de réalisation plus élevés et offre un large cercle d'appui, y compris l'appui social des compagnons de classe sans difficulté. Pour finir, elle améliore la capacité des élèves et des enseignants aux différences. 2. Les enjeux de l'inclusion. 2.1 Quelques points clés. Selon Tremblay 2012, l'inclusion se distingue de l'intégration par le fait que les élèves à besoins spécifiques, au départ ceux ayant des difficultés plus légères, troubles d'apprentissage, du comportement, déficiences intellectuelles légères, sont uniquement membres de la communauté scolaire ordinaire et ne dépendent plus d'aucun environnement spécialisé. De plus, toujours selon cet auteur, l'inclusion s'intéresse à la qualité, au contenu et à l'enseignement. Cette approche inclusive suppose alors un changement paradigmatique transférant à l'école la difficulté et les besoins particuliers, Plaisance et al., 2007. Ainsi, l'inclusion est un processus dans lequel l'école essaie de répondre aux besoins de chacun en mettant l'emphase sur des pratiques efficaces. Selon Thomaset, 2006-2008, l'école inclusive est un lieu d'enseignement pour tous, répond aux besoins de chacun et doit trouver des solutions pour scolariser tous les élèves de la manière la plus ordinaire possible. Ceci suppose toute une série de mesures administratives et pédagogiques qui, non seulement, peuvent permettre de satisfaire aux besoins éducatifs des élèves au sein des classes ordinaires mais aussi vont entraîner une transformation de l'école. Par exemple, différents professionnels étant amenés à travailler ensemble, une nécessaire collaboration est à mettre en place.
À ces éléments, Gosso et al. 2011 indiquent que l'inclusion met l'accent sur l'attention et l'action de l'environnement, lequel doit s'organiser pour reconnaître et respecter la différence afin d'accueillir tous les élèves sans discrimination. De ce fait, pour scolariser efficacement les EBEP, l'école ne peut faire l'économie de se rendre accessible sur le plan matériel, dans son fonctionnement, dans ses démarches pédagogiques. Il est nécessaire que se constituent des partenariats et des équipes, mettant en synergie des compétences des acteurs de la communauté éducative. D'où une réorganisation des structures et des modalités pour l'accueil et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Les acteurs, et notamment le CPE, sont amenés à penser l'organisation matérielle, relationnelle et pédagogique éducative de la vie scolaire. 2.2 Intégration-inclusion. Les différences conceptuelles pour spécifier le changement de terminologie. D'après Thomaset 2012, l'intégration est physique. L'enfant est présent dans l'école ordinaire mais ne partage rien avec les autres élèves, social. Les élèves à besoins particuliers partagent les récréations, les repas, les ateliers, mais pas les enseignements et pédagogiques. Les élèves à besoins particuliers sont engagés dans les mêmes activités que les autres enfants, avec des objectifs différenciés, et ce afin de permettre à tous les élèves d'apprendre dans une classe correspondant à leur âge, quel que soit leur niveau scolaire. Elle propose un parcours adapté et nécessite des structures prévues à l'avance, et concerne des élèves différents. Il propose le schéma suivant, confère, schéma 1, expliquant que l'élève peut suivre des enseignements spécialisés dans un lieu autonome. Mais selon ses capacités et ses compétences, il peut être intégré en classe spécialisée ou en classe ordinaire. Cette intégration individuelle pourra se faire avec ou sans aide. Schéma 1 L'intégration scolaire, Thomaset 2012. En revanche, l'inclusion est pensée comme une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques permettant à chaque élève de se sentir confiant et sécurisé par l'équipe éducative. Il s'agit d'adapter le système et le fonctionnement scolaire ordinaire à la diversité des besoins d'apprentissage des élèves en apportant plus ou moins d'aide. Elle propose un parcours de réussite et concerne tous les élèves, Thomaset, 2012. Les élèves sont accueillis en école ordinaire. Selon leur profil, des aménagements lui sont proposés, permettant son investissement dans la vie sociale de la classe et de l'école, confère schéma 2. Schéma 2 L'inclusion scolaire, Thomaset 2012. En bref, pour reprendre les propos de Brosset et al. 2019, l'intégration est de faire entrer dans un ensemble, d'incorporer à lui un élément extérieur, appelé à s'ajuster à un système préexistant. Ce qui est première est l'adaptation de la personne. Si elle espère s'intégrer, elle doit d'une manière assez proche de l'assimilation se transformer, se normaliser, s'adapter ou se réadapter, page 83. En revanche, une organisation est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement, se flexibilise pour offrir, au sein d'un ensemble commun, un chez-soi pour tous, page 83. 2.3 Intégration-inclusion. Les différences quant à l'accueil à la diversité. Au regard des travaux de Plaisance, Belmont-Vérillon et Sperluet-Schneider, 2007, ce changement interroge sur les conditions d'accueil des élèves. En effet, si l'intégration se base sur une conception individualisante, dans laquelle il s'agit d'accepter à l'école ou d'y réintégrer des enfants considérés au départ comme nécessitant une éducation séparée, en raison de différences ou de particularités, l'inclusion met avant la dimension sociale. L'accent est mis sur le fonctionnement scolaire et sur les conditions pédagogiques à instaurer pour réduire les obstacles aux apprentissages. Ensuite, dans le cas de l'intégration, les conditions de scolarisation se situent du côté des enfants. C'est sur eux que repose l'effort d'adaptation à l'école et à ses formes de fonctionnement, même s'il y a l'apport d'aides individuelles. En revanche, dans le cas de l'inclusion, l'école doit s'adapter pour prendre en compte la diversité des élèves et accepter de prendre en compte les différences. Elle devra s'engager dans une évolution des pratiques d'accueil et d'enseignement, pour permettre à tous les enfants d'apprendre. En d'autres termes, les écoles se transforment elles-mêmes en communautés scolaires où tous les apprenants sont accueillis sur la base d'un droit légal et ont leur place de plein droit. Pour finir, les acteurs vont devoir penser leurs compétences professionnelles dans le fonctionnement de l'école et envisager des adaptations particulières,
utiliser du matériel ou des techniques spécifiques ou avoir recours à des professionnels ayant des compétences sur les domaines concernés. Ils pourront, par ailleurs, mettre en place des projets pour ces élèves qui s'intègrent au projet commun de la classe. De l'établissement comme acteur de l'inclusion. Ces premiers apports mettent en lumière l'importance à accorder au rôle de l'établissement dans sa globalité. Brosset et al., 2019, de la vie scolaire et de la classe d'une part et aux pratiques des acteurs de la communauté éducative d'autre part. Dans cette perspective, l'établissement peut être considéré comme un acteur clé de l'inclusion, ce qui suppose de penser la politique de l'établissement, de penser la nouvelle organisation pédagogique et de construire la communauté éducative. 1. Penser la politique de l'établissement. Généraliser la concrétisation du droit à l'éducation inclusive suppose que l'école est la première institution d'accueil de l'altérité, Sarro et Moreau 2016. Ainsi, les établissements d'enseignement sont amenés à prendre en compte les besoins spécifiques et le handicap et en faire une composante de leur politique d'établissement, Bataille et al., 2014. Cela suppose que ils veillent à la réussite et à l'inscription sociale de tout élève, indépendamment de ses caractéristiques. Ils développent des plans annuels d'accessibilité permettant le développement d'un ethos inclusif en leur sein, assurant la flexibilité des aménagements et des soutiens et l'adaptation des pratiques à la diversité des profils éducatifs. Ils s'inscrivent suffisamment dans leur environnement local pour mobiliser les ressources et les synergies nécessaires à la qualité des processus à l'œuvre. Ils impliquent dans la définition et la mise en œuvre du processus de scolarisation les intéressés et leurs familles, ainsi que les différentes catégories d'acteurs concernés tout au long du processus. Ils disposent de données statistiques, permettant de cerner le devenir des élèves en situation de handicap. Ils arment, outillent correctement et soutiennent les enseignants en vue de l'accessibilité pédagogique et du développement des pratiques inclusives, notamment lors de la formation continue. Ils organisent la scolarisation des élèves les plus âgés, autour d'un projet personnalisé de transition, qui les incite à planifier leur futur, les préparent aux exigences liées au passage d'un cycle scolaire à un autre ou d'un cycle de vie à autre, tel que le passage à l'âge adulte. 2. Penser une nouvelle organisation pédagogique. Les lois ont reconfiguré l'organisation pédagogique des établissements scolaires autour d'une personnalisation des pratiques et d'une individualisation des parcours scolaires. Par exemple, par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, la France a promu des démarches par projet s'organisant autour d'une personnalisation des pratiques pédagogiques tenant compte de la diversité des besoins éducatifs, qu'ils soient liés à une déficience ou non, par l'intermédiaire de la création de classes spécialisées, 4e d'aide et de soutien, 3e d'insertion, CLIS et UPIS', adressant aux élèves en situation de handicap et à ceux en grand. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.